Bonjour à tous et bienvenue sur HandiChaîne 33, la première chaîne consacrée exclusivement au handicap. C'est l'histoire d'un battant, il s'appelle Robert Marchand, ancien gymnaste aujourd'hui paraplégique. Il s'est lancé le défi de faire Hossegor-Saint-Jacques-de-Compostelle, soit 805 km en vélo à bras. Il est parti le lundi 3 septembre et est arrivé le mardi 18 septembre, soit une semaine de moins de ce qu'il avait prévu. Que peut-on dire alors si ce n'est « Chapeau Monsieur Marchand pour votre performance ». Quand on fait de son handicap une force, le regard que l'on porte alors devient celui de l'admiration et du respect. Je vous propose donc de le retrouver lors d'une interview que j'ai réalisée la veille de son départ. Et surtout, pour cette première chaîne consacrée au handicap, n'oubliez pas de liker si cette vidéo vous a plu. Merci. La coupe de trou, on commence. Idem pour moi, parce que la fatigue, ça va être. Voilà, d'accord. J'ai peur de cette. Bonjour Robert Marchand. Bonjour, Alors vous arrivez de bien loin pour réaliser un exploit sportif hors du commun. Vous, ancien gymnaste, vous êtes à Sémios, petit camping sympathique au bord des Landes, et vous partez demain d'Hossegor. C'est bien ça. Nous allons revenir un peu sur votre parcours. Nous sommes en 1961. Vous êtes encore un enfant lorsque vous vous inscrivez à la gymnastique sportive de Champigny-sur-Marne. Qu'est-ce qui vous pousse à choisir ce sport plutôt qu'un autre? Ça a été une découverte pour moi. J'ai découvert un sport qui était assez ingrat, dur. Et je pense que c'est un ingrat dans quel sens? Dans le travail, il faut travailler la dureté, la rigueur. La rigueur, il faut de la patience, de la persévérance. En vrai, c'est vraiment, comme on dit, la gym c'est un sport de base. Et ça veut dire que vous avez 10 ans, hein, donc ça veut dire que vous étiez un enfant rigoureux déjà? Non, au contraire, au contraire, un enfant. Ça a été un peu le contraire. C'est la gym qui vous a mis à la rigueur. Voilà, mes parents m'ont mis à la gym pour me calmer. L'histoire, c'est ça. D'accord. Mais bon, après, le temps est passé, et puis voilà. Et alors, la passion, c'est comme ça, je crois. La passion, ça ne vient pas des fois de suite, mais avec le temps. Et puis, il suffit de tomber sur des éducateurs qui vous motivent, bien sûr, qui sont durs, mais qui vous encouragent. Voilà, la passion est devenue comme ça. Est-ce qu'on peut dire que la gymnastique a façonné votre corps comme elle a façonné votre caractère? Je pense, oui. Mais bon, dans ma famille, on a un caractère très fort. D'accord. Vu les exploits que vous avez fait, je moi, mon père était très fort. Ma mère, bon, c'est pas bon. Dans la famille, on est assez. On est des picards. Donc, c'est des durs. D'accord. Voilà. Donc, vous étiez un enfant choyé. Un enfant choyé, mais. Oh, non, parce que non, on était. Bon, non, je pense pas que j'étais choyé. Bon, j'ai eu vraiment une enfance heureuse. Heureuse, ouais, avec des parents, ouais. On était quand même, on était 5 quand même. Non, vraiment, il n'y a pas eu de. Vous situez à quelle place entre 5 enfants? J'étais le dernier. D'accord. J'étais le petit dernier. Alors peut-être le petit chouchouté, parce que j'étais le dernier. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit souvent. C'est ce qu'on dit souvent. Ouais. Non, voilà. Et puis bon, ça a été comme ça. Là, je reviens sur la gym. Bon, la gym, ça a été un progrès. Puis je vous dis, c'est vraiment la motivation d'autres personnes. Et puis après, il y a eu un groupe des copains, des voisins, et puis voilà. Alors bien sûr, après, il y a certains qui ont arrêté, puis moi j'ai continué. Quelle était la place de la gym par rapport aux études? Alors là, oui, de toute façon, bon, moi, j'ai pas été bien loin, j'ai été extrêmement au cercle des études. Et puis après, bon, c'était un peu à la maison, c'était un peu comme ça. Hein. Les études, c'était pas notre chose. Bon, après, vous avez quand même reconverti, vous avez dit oui, effectivement. Que la maladie, que le handicap vous a poussé à vous reconvertir. Ouais, voilà, c'est ça. Vous êtes en 1970, vous vous classez 20e au championnat de France junior. Vos ambitions deviennent alors uniquement sportives? Oui, bon, alors, je pense qu'il y a vraiment le côté que je voulais encore progresser, mais surtout après j'avais pu
plutôt l'envie de transmettre ce que j'avais appris, donc devenir entraîneur, et puis même entraîneur, on va dire professionnel. Je vois que tout le long de votre carrière, c'est important de transmettre aux autres, Ouais, d'avoir c'est ce de qu'on a- transmettre. enfin, on en parlera de ce qu'on a fait hier, mais voilà. Puis à 22 ans, lors d'une démonstration gymnastique, Ouais. vous tombez sur le dos, vous faites une chute grave qui mettra fin à la carrière prometteuse que vous aviez projetée. Et tout à coup, il y a l'avant puis l'après. Qu'est-ce qu'on se dit à cet instant? Alors moi c'est bizarre, parce que quand je suis tombé sur le dos, j'ai dit, oh là, dans 6 mois je vais me remettre debout, puis je vais refaire de la gym. Et Ça n'a pas été ça. ça n'a pas été ça. Parce que le médecin, donc je ne vais pas être opéré, hein, j'ai eu simplement une compression à la moelle épinière, ça a fait un hématome, et lorsque l'hématome s'est résorbé, bon, bien sûr je suis resté 2 mois allongé, surtout à l'époque il n'y avait pas du tout de scanner, il n'y avait pas de IRM, donc après j'ai récupéré Oui. naturellement, et donc le médecin qui venait voir, il me disait, ah là, de toute façon t'inquiète pas, pour au moins 10 ans pour récupérer. Dans ma petite tête, je me dis, qu'est-ce qu'il me raconte, c'est pas possible. Dans 10 ans, dans 6 mois, 1 an, je reprends la gym. Le diagnostic tombe, paraplégie incomplet, des Ouais. années de rééducation. Ouais. Avez-vous alors des périodes de doute? Pour la récupération, disons pour la rééducation, non. Et effectivement, après, j'ai quand même pu me remettre debout. Je boitais, mais c'est vrai que c'était quand même assez. Il y a eu pas mal de travail de rééducation. Ouais. Vous êtes toujours accroché à vos proches, vous avez toujours eu votre... Alors, oui, de ce côté-là, oui, c'est vrai que là j'avais le côté familial qui était très très proche de moi. Le côté de mes amis de gymnastique, c'était aussi important. Parce que c'est vrai que sincèrement, j'ai bien été entouré. En sachant que comme on est handicapé, on est toujours seul dans sa tête, dans son corps, mais c'est vrai que j'ai bien été entouré. Et aussi, vraiment, ça m'a motivé à relancer la machine. Ouais. Vous êtes un battant, votre entourage, vos proches le savent, mais n'y a-t-il pas eu des moments où le moral a pu chuter? Un moment où Je vous ne êtes dit... vais pas dire que c'est pas que j'ai pas eu. Enfin, j'ai toujours le moral. Bon, c'est sûr qu'il y a des périodes peut-être où je n'ai pas trop le moral, mais enfin dans l'ensemble, j'ai toujours le moral. Je me suis jamais. C'est vrai. Et bien souvent, il y a des gens que je revois, ils me disent toujours, c'est vrai que tu t'es jamais plaint. Donc, pourtant, j'avais quand même. Bon, même si je marchais mal. Bon, Ça s'appelle être de un la battant. journée. Pardon. C'est ce qui s'appelle être un battant, c'est ça? Oui, exactement. Mais voilà. Un battant, c'est ouais, voilà, ouais, pas se plaindre. Oui. Et là, une question un peu plus personnelle. Est-ce que le handicap était un frein à votre vie sentimentale? Alors, exactement, ça je peux le dire. Ça, c'est vrai que ça m'a mis un peu, un petit peu de côté, effectivement. Ouais. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai que c'est vrai. Ça m'a bloqué sur les relations que j'avais. Je vais pas plus. Non, très bien. Et auriez-vous pu vous en sortir de la même façon sans l'aide de vos proches? Si vous n'avez pas eu vos proches, vos amis, gymnastes? Non, je pense que bon, je répète ce que je dis toujours, c'est que dans la maladie, on est toujours seul, même si autour de soi, on a la famille, les amis, donc c'est vrai que je pense qu'il faut se battre là-dessus. Voilà. Mais c'est vrai, si on est avec du monde autour de soi, ça amplifie Complètement. complètement. Oui. Ça grandit. Ça grandit, ouais. Ouais. Très tôt, vous êtes investi en tant que bénévole. Transmettre aux autres a toujours été important pour vous depuis votre plus jeune âge. Oui, parce que j'ai commencé malgré que je m'entraînais, j'ai toujours eu le petit mot pour les gens qui s'entraînent avec moi, les conseillers, etc. Et là, c'est vrai que ce côté, on va dire éducateur, de donner la technique, c'est vrai que ça va. Ça vient aussi peut-être de vos parents qui vous ont transmis de transmettre votre caractère, les deux à la fois. Oui, je pense que c'est un ensemble. C'est un ensemble. Parce que malheureusement, mon père, il avait une jambe qui était bloquée, il avait eu un accident lorsqu'il travaillait. Donc moi, je l'ai toujours connu avec une jambe qui était droite, parce qu'à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas de prothèse. Hein, donc il marchait, et moi,
Moi je suis né, mon père il marchait pas, mais il était super dynamique. Il marchait aussi vite que quelqu'un qui était valide. Il s'est jamais plaint. Et c'est, ah bah, non, jamais entendu. Je vous dis, ma mère c'était pareil. Heureusement j'ai perdu ma soeur il y a 22 ans. Pareil, elle a frappé un cancer. Et c'est pareil, Valette, c'est jamais. Et en plus, alors elle est particulière, c'est qu'elle ne voulait pas qu'on parle de maladie. C'est encore pire. Mais bon. Puis j'ai un frère, pareil. C'est un peu tout. La rigueur acquise durant les entraînements et la volonté vous permet de vous remettre debout et de remarcher. Ne se dit-on pas alors que la vraie force n'est pas uniquement sportive, mais aussi mentale? De toute façon, la différence entre les grands champions, c'est qu'ils sont tous au même niveau, quoi, au niveau entraînement, etc. Et après, c'est le mental. On le voit très bien dans le tennis, surtout en tennis. Ils sont aussi bons l'un que l'autre, mais voilà, il suffit qu'ils perdent un jeu, et puis voilà, c'est parti. Ah oui, le mental, c'est... Parce que physiquement, on peut être très très loin physiquement. Très loin. Bon, on voit bien les gens qui font l'Everest, les gens qui font des choses extraordinaires. C'est des humains comme tout le monde, mais sauf, bon, bien sûr, ils ont sûrement une préparation, mais le mental, c'est... Et ça, c'est vrai, grâce à... En gym, c'est vrai que ça, c'est super important. Le mental, c'est... Quand les gens, les problèmes, ils sont un peu seuls. S'ils s'en sortent, c'est que, ils s'en sortent. Naturellement, ils se battent. Ça. Il faut malheureusement, entre guillemets, gagner sa vie, et parallèlement, vous êtes devenu serrurier. Mais après l'accident, les 9 mois d'arrêt de maladie auront en raison de ce métier devenu trop pénible. Vous décidez alors de faire une reconversion professionnelle en devenant comptable. Les chiffres et la gym sont-ils compatibles? Parce que quand j'avais fait mon pot de départ en retraite, c'est ce que j'ai fait exactement. J'étais plutôt, pour moi, ma destinée c'était plutôt d'entraîner la gym. Bon, après, je me suis basculé encore sur le jugement, mais moi les chiffres, ça me... J'étais pas fait pour faire des chiffres. Vous l'avez été quand même. Je l'ai fait quand même pendant 35 ans. 35 ans. Ouais. Mais la gym vous a aidé quand même à supporter votre métier. Voilà, exactement. Votre métier, oui, exactement. Ouais. Votre gagne-pain. Donc là, c'est vrai, je connais que la mairie de Paris m'a bien joué. C'est super. Le temps de Jacques Chirac. Jacques Chirac, ouais. C'est vrai que là, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans un bureau, de faire une formation comptable. Il était concerné par le handicap par rapport à... Oui, il était concerné par le handicap. Effectivement. Sa fille... Oui. C'est ça qui est toujours un peu dommage dans ces histoires-là, c'est que je trouve que, même dans la vie de tous les jours, sitôt qu'on parle avec des gens, ils font attention à vous, parce qu'ils disent toujours « Ah mais oui, mais dans ma famille, j'ai quelqu'un qui est handicapé, j'ai quelqu'un de malade. » C'est pas toujours spontané de quelqu'un, des gens valides. Des fois ils vous aiment, mais sinon c'est pas toujours. Hein. Non. Moi une fois j'ai failli, pas me battre parce que c'est pas mon style, mais le type qui était stationné, il voulait pas bouger, il était valide, il voulait pas bouger. Heureusement qu'il y a eu un policier qui est passé, et il a dit écoutez, si vous ne partez pas, parce qu'il a vu la scène, il a dit si vous ne partez pas, je vous aligne 135 euros. Alors là, incroyable. Là vraiment c'était le truc, là c'était le pont pour là. Alors, c'est vrai que là, généralement, les gens ils sont plus sensibilisés si dans leur famille ou des amis, des gens qui connaissent qui sont dans un handicap ou une maladie. Loin de vous abattre, le handicap vous donne de nouvelles motivations et qu'il est une force dans votre vie de tous les jours. Est-ce que on peut dire, entre guillemets, grâce au handicap, vous avez pu faire ça? Non, pour moi, non, enfin, je pense pas. Non, je pense que même avant mon handicap, vous auriez été plus loin ailleurs qu'en gymnastique. Ah oui, déjà en gym, j'avais 22 ans à l'époque. Ouais. Bon, c'est vrai que je n'aurais pas été peut-être en équipe de France, ça m'étonnerait, mais au niveau personnel, j'aurais pu évoluer. Surtout que je sortais quand même du bataillon de Joinville, où on s'entraînait quand même 25 heures par semaine.
Donc on a magasiné ça, après 1971, et puis voilà, 72, 73, je me laisse. Peut-on affirmer que la résilience, comme en parle si bien Boris Cyrulnik, vous a aidé dans votre carrière? Alors, j'aime pas dire ça, mais c'est vrai que le handicap, bon, ça m'a quand même permis de ne pas continuer, c'est pas péjoratif, de laisser ennuyer. Je sais pas si j'aurais peut-être continuer ce travail-là, qui m'intéressait. Surtout qu'à l'époque, j'avais quand même appris à la serrurerie d'art, donc des reporters forgés. En plus, j'étais tombé sur un vieux patron, artisan, un vieux corélien qui vraiment, c'était un homme dur. Encore là, encore l'histoire, encore un exemple. Dur du travail. Dur du travail, mais vraiment un type qui m'avait droit à beaucoup de choses. Ouais. Et effectivement, j'aurais pas eu la gym, je pense que je serais parti sur cette carrière-là. Oui, cet accident, ça m'a changé au niveau travail, au niveau de la gym, donc j'ai pris d'autres responsabilités. Oui, on va en parler. D'ailleurs, vous faites un parcours exemplaire puisque vous êtes devenu à la fois entraîneur, juge, président technique et vice-président administratif et juge international durant les cycles olympiques de 1988 à 2004. Comment arrive-t-on à ce titre exemplaire en étant devenu une personne handicapée à 22 ans? Bon, déjà, effectivement, j'avais pas de vie familiale, on peut le dire, c'est clair et net. Donc, il fallait que j'ai tout remporté, tous mes loisirs, tout mon temps sur la gymnastique. Et après, s'il faut être organisé, je pense que quelqu'un qui dans n'importe quoi, hein, parce que si on est bien organisé dans son travail, on peut faire beaucoup de choses. Mais c'est vrai que ce soir. Il faut passer des examens pour renouveler un juge. Alors, au niveau examen, j'avais passé des examens d'entraîneur. Et puis après, au niveau jugement, bon après, j'ai été pris par jugement, donc j'étais pris par des responsabilités nationales, en organisant des compétitions, en tant qu'élu bien sûr, en tant qu'officiellement. Donc j'ai délaissé un peu l'entraînement. Après j'ai eu le jugement que j'ai dû délaisser pour une tâche qui était au niveau de la fédération. Mais c'est vrai que j'ai passé des bons cours. J'ai passé le niveau 5, juge international. Ça c'est ça. Et alors, donc, je retrouvais dans ce jugement un petit peu l'entraînement, parce que bon, bien sûr, les juges, on sanctionne le gym, mais les arts les sanctionner de la bonne manière. Bien sûr, il faut que ça soit intelligent, il faut que la note qui tombe, c'est mérité, etc. Sur le jugement. Vous êtes quelqu'un de juste. Vous essayez. J'ai essayé, ouais. Voilà. Peut-être qu'il y a des fois, j'ai dû peut-être me tromper. Ça m'est peut-être arrivé, mais bon. Mais dans l'ensemble, même les gyms ont toujours avec les entraîneurs, ils ont toujours été potentiellement assez bons. Partir de Segor à Saint-Jacques de Compostelle en vélo à bras est-il un défi sportif ou une démarche spirituelle ou les deux à la fois? Alors, on va pas nous poser toute cette question-là. C'est vrai qu'il y a pas mal de risques. Non, mais c'est. Et moi, je me suis toujours posé la question. C'est vrai que ce parcours, ça va toujours un petit peu écouter les gens, faire ceci, faire cela. Et puis, je me suis dit, par contre, ça s'est mis en place avec mes amis là. Je me dis, moi, je partirai bien, on fera bien Saint-Jacques de Compostelle. Donc, il y a peut-être un petit côté religieux, je pense. Il y a un côté sportif. Il y a un côté aussi d'amitié. Avec des amis que je connais depuis 30 ou 40 ans, ou même 50 ans, il y a certains. Donc voilà. Pourquoi avoir choisi Segor? Alors, de Champigny-sur-Marne. Là, ça va être un peu plus dur à dire, c'est que j'ai passé ma jeunesse là avec mon meilleur ami, Jean-Louis Durand, là. Et tous les ans, on partait au sport. Parce que sa famille avait une petite maison à côté des arènes de sport. Et Jean-Louis, malheureusement, est décédé il y a 10 ans. Et en calculant un peu le nombre de kilomètres qu'on pouvait faire, et en honneur à Jean-Louis, on parle de sport. C'est un peu ça le titre de sport. Un hommage? C'est un hommage. Et demain, son père.
voir chez sa femme qui meurt. Qui sera demain. Ouais. Pas Ça demain, fera- mais ça. Ça fait quelque chose. Ouais. Relié au SGOR à Saint-Jacques-de-Compostelle, demande une préparation, un entraînement bien spécifique. Alors, Est-ce que vous parlez de cet entraînement? Parce qu'on ne fait pas Saint-Jacques-de-Compostelle, oui, on ne oui, part pas oui, de oui, là oui, à oui. Saint-Jacques en vélo en bras, on Non, va non, y revenir non, après, non, non. mais ça demande bien un entraînement. Alors, si on rentre vraiment dans le projet, le projet s'est mis en place, enfin, on en a parlé en décembre 2016. J'ai deux copains là, qui tous les ans ils partent en vélo, un périple, c'est 2 semaines, 3 semaines, 1500, 2000 km, bref. Ils étaient à la maison, on en discutait, il m'a dit ça serait bien que tu viennes avec nous. Je dis comment je peux venir? Je dis non, je te bloquer là, je ne peux pas pédaler. Il m'a dit il faudrait que tu trouves un vélo avec tes bras. Donc il y a eu une recherche de fait. J'avais trouvé un vélo allongé, mais je n'arrivais pas à m'aller. Alors je me suis dit, tous les 5 minutes, il y a quelqu'un qui va vouloir le laisser. Ah, ça va être un peu compliqué. Donc, en allant sur internet, j'ai vu cette formule-là, qui est donc un fauteuil classique avec une fourche qui s'adapte. Et l'avantage de ça, c'est que je vais quelque part, on retire la fourche et c'est mon fauteuil, comme ça, mon fauteuil. Donc ça, j'ai trouvé ça au mois de juin 2017. Donc après, la maison mère était en Allemagne, le revendeur était à Toulouse, donc il a fallu un laps de temps. Alors, par contre, bref, il m'a monté une fourche que en octobre 2017. Donc il m'a monté, donc on est parti là-dessus. J'ai commencé un peu l'entraînement. Je suis parti une semaine en Corrèze. Là, je me suis aperçu que vraiment dans les côtes, c'était très très dur. Parce que, en fin de compte, c'est pas comme sur un vélo. Le pédalier, c'est semi-incliné. Donc, à un moment, il y a un blocage, surtout dans les montées. Donc, s'il n'y a pas un tout petit coup de pouce, même on peut avoir le bras comme ça. En plus, le poids est à l'arrière, donc la roue patine. Et puis voilà. C'est un système du vélo électrique. Il y a une assistance. Alors donc, j'ai revu avec le Guillaume, qui est Toulouse, donc il a amené une assistance électrique. Voilà, là c'est que du bonheur. Mais bon, je m'en sers très très peu, mais surtout dans les montées. Donc vraiment l'entraînement, ça a commencé vraiment au mois de janvier. Mois de janvier cette année. Ouais, 2018. 2018. Janvier, février, jusqu'à aujourd'hui. Entraîné alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, j'ai 2364 km dans les bras. D'accord. Alors, par contre, on a été là une semaine en Betson pour un peu l'endurance. Et ensuite, là, au mois de juillet, on a fait une semaine dans les Bêtes pour faire un peu de course. Donc aujourd'hui, je pense que je suis prêt physiquement, mentalement, voilà, je suis prêt pour affronter ce défi qui est en fin de compte qui est de 867 km. Mais bon, il y a ça fait, mais bon, il y a chaque étape. Il y a les étapes de 40 km. 40 km. Enfin, je vais quand même pas mal, si on rentre un peu dans le détail. Est-ce qu'il y aura des moments de pause plus... Alors non, là le but du jeu aussi, c'est essayer de faire, ça va faire presque un marathon, on va dire ça fait 41-42 km par chaque jour, sans repos. Ouais, on verra, bon, si j'ai un coup d'embout sur les épaules par exemple. Et partir en septembre, c'est un peu aussi par rapport à la chaleur de d'août, où ça sera peut-être moins chaud. Alors je pense que ce sera moins chaud, Moins chaud et moins... J'avais mes deux amis, là, supportable. deux amis qui travaillent, qui sont actifs. Je ne pouvais pas avoir les vacances, je Bien sûr. Ouais. Donc ça s'est calé sur ça. Ouais. Toute cette préparation demande également de nombreux soutiens en amont, qu'ils soient financiers, matériels ou humains. Est-ce qu'on peut en parler un peu plus au niveau matériel, financier? Alors, ça, le matériel, c'est vrai que c'est terriblement cher, parce que simplement la fourche et le fauteuil,
il y a une valeur de 10 000 euros. Est-ce que la fourche, ils ont été un soutien, est-ce qu'ils ont été un sponsor ou un soutien financier? Mais comme la maison mère est en Allemagne, peut-être pas. Non, bon, il y a eu alors j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier d'un fauteuil qui était pour une personne handicapée. Malheureusement, cette personne-là ne l'a pas pris. Donc ce fauteuil qui coûte 6 000 euros, j'ai eu à 50% 3 000 euros. Et la fourche, il m'a fait une réduction à 7 000 euros, enfin bref. Donc ça fait, grosso modo, il y a 10 000 euros de matériel. Plus il a fallu que j'ai un coussin et un dossier. Donc c'est pareil, on arrive à 10 500 euros. Ouais, c'est quand même, je dis quand même, c'est ce que je dis, bon, pour moi c'est un plaisir, mais c'est comme un coût financier et malheureusement tout le monde ne peut pas se permettre de faire ça. Est-ce qu'on peut considérer au XXIe siècle, en 2018, que le handicap revient cher pour les personnes handicapées? Bien sûr. Est-ce qu'on ne peut pas pousser à l'heure actuelle un coup de gueule, dire voilà. Bien sûr. Alors, on voit déjà avec la loi de 2005, la loi Chirac, ça a été repoussé en 2015, c'est repoussé en 2020. Bien sûr. Et je suis persuadé que 2020, ils vont bien nous trouver un truc de dire ah bah non, on va repousser ça, je sais pas combien. Ouais. Bien sûr, c'est moi comme je dis toujours, avec mon vélo, l'entraînement sur le bord de Marne, les gens me disaient bah oui mais bon c'est dur de pédaler avec les bras. Vous savez, c'est pas plus dur tous les jours, mais c'est un combat journalier. Pour les accès, pour n'importe quoi, pour se déplacer, c'est toujours bien compliqué. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le handicap peut être une forme de discrimination? On peut le dire. On peut le dire, et c'est pour ça que moi je veux démontrer. Alors, c'est vrai que maintenant, maintenant on commence à parler de nos médailles olympiques du sport. Je trouve que c'est très bien pour faire, mais c'est pas le plus important. Moi, le plus important, je ne vais pas me mettre en valeur, mais c'est des gens comme moi qui font un petit truc, il faudrait un peu les aider. Il y a eu un progrès par rapport à la télévision, c'est que maintenant les Jeux Olympiques, on le passe à la télé, on passe. Voilà, il y a ce moi je dis progrès. que c'est très bien. Il n'y a pas longtemps. Et pourquoi? Alors c'est vrai qu'hier, il y a eu le départ de Champigny-sur-Marne. C'est vrai que l'élu qui a fait le discours, j'ai retenu ce qu'il a dit. Bien sûr, il a parlé dans son discours handicap. C'est vrai, pourquoi qu'on dit les Jeux Olympiques en e-sport? On va dire les Jeux Olympiques. Oui, bien sûr. Et j'ai trouvé cette formule vraiment bien. Parce qu'il y a toujours, pourquoi on va dire les Jeux Olympiques. Et ça, je pense que je vais essayer, à mon petit niveau, d'essayer de voir ça. Il y a encore beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Mais déjà les accès, les accès dans les boutiques, c'est infernal. Et le problème, c'est que les gens, ils disent, mais oui, mais on va le faire, mais comme la loi sera passée, quand la loi sera décidée. Ah, ça, j'entends plusieurs fois. J'entends plusieurs fois. C'est incroyable. Et on revient un peu à notre... on n'a pas parlé des niveaux humains par rapport à toutes les personnes qui ont été avec vous, qui vous accompagnent aujourd'hui pour faire ce périple. On peut en parler un peu plus en détail. Bien sûr. Dites-nous en plus qui vous accompagne. Alors au début, oui. Au début, ce sont sur les 6, il y a 5, un gymnaste, et sur les 5, il y a 4 gymnastes. Donc il y a un gymnaste, il y a Annick, je ne dis pas le nom, je ne pas le qui a été membre de l'équipe de France, qui a fait donc des championnats du monde et des matchs internationaux. Donc il y a Oliano, il y a Gilles Loiselet, qui est un Gilles, pas de mon club, pas de Champigny, mais de Noisy, mais c'est un Gilles qui est tout le temps en compétition, on a sympathisé, enfin bref, c'est un ami. Il y a donc Michel, on s'est connu au Bâtiment de la Ville. Donc lui, c'est lui qui fait du vélo avec Philippe. Donc tous les deux, c'est un peu qui me motivait à faire ce périple. Et puis Catherine, c'est une ancienne volleyuse
qui est sportive, et puis c'est par intermédiaire qui se... Après Saint-Jacques-de-Compostelle, est-ce qu'il y a, pensez-vous, à de nouveaux défis de... Parce que 21 jours, après, bon, il y a le repos certainement, le bonheur d'avoir réussi, le bonheur, et après, est-ce qu'il va y avoir autre chose? Bah, déjà, on a déjà, bon, je suis quelqu'un qui aime bien les projets, et déjà, on a déjà anticipé pour la prochaine, avec les amis, faire les châteaux de la Loire. Donc, ce serait, le château de la Loire en vélo toujours pareil? Alors, peut-être sans camping-car, mais simplement réserver un gîte, descendre des gens en vélo, réserver un gîte, et puis après sur place, naviguer, faire un château, revenir, refaire un château, enfin bref, s'amuser. Avec une thématique culturelle ou alors il y aura, je pense qu'il y aura les deux. Les deux, oui. Si on fait le château de la Loire, c'est quand même. Pour moi, c'est plus sportif que culturel aussi. Hein. Complètement. C'est complètement, ça va de soi. Ouais. Ça va de soi. Eh ben, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, nous sommes jeudi, nous sommes bien, nous sommes sous les pins. À part bonne chance à demain. Vous partez à quelle heure? Alors, donc demain, il y a un départ officiel de la mairie d'Oslo. Il y aura donc une fédération sera représentée par une vice-présidente. Il y aura donc, moi j'ai pris contact dans la semaine avec la mairie, enfin, depuis 1 ou 2 mois avec la mairie, donc on a confirmé cette semaine, donc la mairie est très contente de me recevoir, donc il y aura un petit discours prenant de, je ne sais pas si c'est le maire ou un élu sportif par exemple. La presse peut-être, certainement. Peut-être la presse quand même. Oui, alors je pense qu'il y aura la presse, oui. Là, de ce côté-là, c'est un peu l'inconnu. Et puis j'ai pas mal d'amis qui vont venir, en l'occurrence, le cas de mon ami Jean-Louis, qui est de l'Irak. Ce sera une grosse émotion, certainement. Ouais, je pense que là, ça va dire. Malheureusement, sa femme et ses enfants, bien sûr, sont tous dans leur activité, mais bon, j'ai eu hier soir au téléphone, et vraiment avec moi à tout cœur, tous les jours, sur cette mairie, et déjà pour demain. Voilà, pour honorer mon ami Jean-Louis. Jean-Louis qui doit vous regarder, doit être très fier, et bien on peut vous souhaiter bonne chance et merveilleux voyage durant ces 21 jours. Merci, merci Robert. Merci Michael.